Gilles Gressani, bonjour. Vous êtes le président du groupe d'études géopolitiques, le GEG, et le directeur de la revue Le Grand Continent. Alors, c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec vous. J'ajoute que vous êtes passé, vous y êtes d'ailleurs, par Normal Sup. Alors, non pas que je veuille céder à cette manie très française qui consiste à présenter les gens en fonction de leur pédigré universitaire, mais c'est important de le signaler parce que justement, toute cette aventure dont nous allons parler aujourd'hui, elle a commencé, elle s'est déployée dans le cadre de Normal Sup, ce que vous allez nous expliquer. Normal Sup, pour ceux qui ne le sauraient pas, est une école, une grande école française très prestigieuse, qui forme une grande partie de la future élite, on va dire, universitaire française, et aussi de la fonction publique d'ailleurs, qui passe souvent par là. J'ajoute enfin que vous êtes italien, vous êtes donc un animal multiculturel et multilingue, excellent polyglotte, ce qui n'est pas anodin d'ailleurs très certainement, et ce sur quoi nous reviendrons. Alors, parlons donc du grand continent et du groupe d'études géopolitiques, et on va procéder de la façon suivante. On va commencer tout d'abord sur un peu l'histoire de la chose, la genèse. Et donc, j'aimerais bien que vous nous expliquiez un petit peu d'où ça vient. Est-ce qu'on sait que le grand continent, moi je vous suis depuis vos origines, vous avez commencé il y a quoi, c'est en 2017 si je ne m'abuse, le groupe d'études géopolitiques, et puis la revue Le Grand Continent, elle, a été lancée en gros il y a un an, si je ne m'abuse. Alors, vous allez nous expliquer cela. J'aimerais bien comprendre un peu quelles ont été les étapes qui ont mené à ces différentes créations. Et puis, bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est pourquoi vous avez voulu faire ça. Et peut-être, et je vous cède la parole, que vous aviez identifié, en tout cas moi c'est ce que je me disais, un manquement ou une absence, disons, ou un impensé relatif aux questions à la fois internationales et européennes, puisque c'est quand même le cœur de votre métier, si je puis dire, au travers du grand continent. Et donc ça m'intéresse beaucoup, parce que j'aimerais savoir ce que vous en avez pensé, vis-à-vis aussi d'ailleurs de l'université. Peut-être que vous vous êtes dit, non, là quand même, c'est pas possible de continuer comme ça, surtout pour des gens de votre génération, et ça aussi c'est un autre aspect que j'aimerais bien aborder, où vous vous êtes peut-être dit, vous me direz si je me trompe, donc, il fallait faire quelque chose pour répondre, encore une fois, à un manque. Alors je vous cède la parole et revenons donc sur l'histoire du grand continent. Merci beaucoup. C'est toujours très difficile de raconter une histoire quand on est encore en train de la faire. En tout cas, j'espère que je suis toujours en train de la faire. Euh, Disons, il y a un écueil évident, c'est qu'on a l'impression que tout a été fait d'emblée pour essayer de redonner les choses, qu'il y a une forme de marche inarrêtable des choses. En fait, c'est toujours quelque chose d'assez anecdotique, l'origine des choses. Et bon, le projet du groupe géopolitique est d'abord né d'une demande, c'est effectivement, je pense, le bon mot, qui était une demande déjà que j'avais et que je pense a plus généralement ma génération, en fait. C'est toujours là aussi très difficile de parler au nom d'une génération, mais en tout cas quelque chose qui est porté par une génération nouvelle. La demande était sur de plusieurs niveaux. La première, c'était du fait de, en fait, se dire que le matin, quand on se réveille et on lit la presse, on s'intéresse au monde, en fait, on n'a pas forcément. On lit beaucoup le FT, on lit beaucoup Foreign Affairs, on lit Le Monde, on lit les grands quotidiens nationaux européens. Mais au fond, il manque quelque chose qui soit au niveau continental et qui parle à l'ensemble qui puisse parler à l'ensemble de la population continentale, pas simplement à un segment de la population nationale. Donc, au fond, il y a une question de point de vue, de perspective. Et ça, je la placerais plutôt du côté du débat public. De l'autre côté, il y a une autre chose qui, je pense, est une demande, qui est sans doute une demande plus du côté de l'université, du savoir, c'est qu'au fond, les affaires européennes, les études européennes ont été extrêmement bien étudiées, portées très loin, mais dans des disciplines très sectorielles, enfin, en tout cas dans des segments des disciplines. C'est grosso modo le droit et l'économie qui ont vraiment réussi à prendre à bras le corps le sujet européen. Mais l'économie et le droit sont essentiels, mais ne sont pas l'intégralité des disciplines ni des occupations. Moi, je suis politiste de formation et en fait, de façon très anecdotique et personnelle, je me suis rendu compte assez tardivement jusqu'à quel point le sujet européen était central dans ma réflexion, simplement parce que dans les disciplines que j'ai fréquentées, l'Europe, en fait, c'est un mini-chapitre d'un mini-sujet. Et donc aussi une tentative de décloisonner, d'ouvrir un peu plus ce sujet et ces disciplines au sujet.
Et enfin, donc, là, on est en train de constituer un triangle. On a d'un côté le débat public, de l'autre côté, on a le savoir, l'université. Il y a un troisième pôle qui, je pense, est très important, c'est la question du pouvoir dans toutes ses formes. Ça va des associations aux entreprises, évidemment aux institutions, aux différents niveaux. Et là aussi, on se rend compte qu'il y a, en fait, on a une forme de cloisonnement. C'est un espace qui est de moins en moins, qui est un peu paradoxal parce qu'il est à la fois investi des promesses et des questionnements d'une très profonde transformation, à la fois il est toujours perdu dans des polémiques et des querelles qui paraissent très superficielles. Et donc, au fond, c'est un peu ce triangle, en fait, ces trois pôles qui posaient trois demandes différentes. Une qui était centrale et qui les réunissait tous les trois, c'était un gros comment faire pour avoir une carrière qui ne soit pas, qui soit une carrière qui permette de composer, au fond, avec d'un côté le fait que quand on fait de la recherche, eh bien, il faut qu'on se positionne dans un champ spécifique. Et c'est important, le savoir comme dans son protocole de recherche est très important, mais en même temps, c'est très important aussi de prendre en compte des sujets profonds et qui sont les sujets qui touchent les institutions, le pouvoir, la décision, et en même temps, c'est nécessaire que tout cela infuse et se propage et soit construit en échange et dans un rapport de critique vis-à-vis du débat public. Donc, au fond, on s'est rendu compte qu'il y avait un peu un espèce de triangle savoir, pouvoir, débat public, et qu'il y avait peu d'entités, peu d'organismes qui essayaient de prendre en compte la nécessité d'articuler ces trois pôles. Et au fond, depuis le début, on a essayé de travailler en proposant des choses qui étaient quelque part au milieu de ce triangle. Et l'idée qu'on avait, c'était, au fond, un bon modèle de tout ça, c'est le modèle qu'on trouve aux États-Unis entre Foreign Affairs et CFR. Donc, au fond, entre une institution, une entité qui est beaucoup plus scientifique, beaucoup plus tournée du côté de la décision, et de l'autre côté, une entité qui est beaucoup plus tournée du côté de la revue, donc du débat ouvert. Et donc, c'est comme ça qu'on a pensé cette forme de gouvernance et de structure. D'un côté, une vitrine, le grand continent, qui a comme but, comme objectif réel de devenir une des revues structurantes du débat politique, stratégique et intellectuel à l'échelle continentale. Donc, qui se donne comme objectif d'être accessible et lu par le public des lecteurs du livre, qui est un public important, évidemment pas majoritaire, mais important. Et de l'autre côté, quelque chose qui est beaucoup plus sectoriel et qui travaille beaucoup plus sur le fond des choses, à des notes, des rapports, des revues ou des travaux de recherche qui, là aussi, sont sur des questions fondamentales. Juste deux choses pour essayer de finir cette petite esquisse historique. C'est au fond une des questions qui était au cœur, et là, d'un point de vue vraiment très, très autobiographique vis-à-vis de cette création-là, c'était au fond de se dire que la question qui pouvait permettre d'aborder et de réarticuler ces trois axes, c'était évidemment la question de l'échelle. Et donc, en fait, depuis le début, on a envisagé la question de l'Europe comme une question liée plutôt à la question de l'échelle, d'où la notion de géopolitique, qui est à entendre non pas dans le sens américain de geopolitics, relations internationales, mais dans le sens de l'école d'Yves Lacoste, l'école française de géopolitique, dans le sens de représentation de pouvoir qui se confrontent à partir de représentation d'un territoire. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qui est une chose qui, à mon sens, est vraiment centrale dans notre stratégie, c'est de se dire qu'il ne faut pas réinventer l'eau chaude, qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est souvent frustré quand on se confronte à l'espace anglophone, qui est parfaitement capable d'articuler avec son propre style la décision, le savoir et le débat public. Il suffit de voir comment fonctionne une grande université américaine dans son interface avec les grands médias ou les grandes revues pour se rendre compte de ça. Et en fait, on se rend compte assez vite que quand on se confronte à cette réalité-là, on se sent extrêmement provinciaux, on a comme l'impression qu'en fait, il n'y avait pas de bataille à mener, que l'Europe est une province de cet empire déjà bien composé, et qu'au mieux, on peut essayer de publier des choses qui rentrent dans la circulation de cet espace qui est déjà bien structuré. Or, le problème, c'est qu'évidemment, on se rend compte après le Brexit, et on se rend mieux compte avec la présidence Trump, cet espace est hétérogène. Il ne correspond pas réellement à des intérêts ou à des exigences ou à un agenda qui est le nôtre. Et encore plus, en fait, je trouve,
fait, il n'est pas tout le temps d'une qualité extrême. En fait, moi, j'ai l'impression que ce qui se passe, c'est que en Europe, on a tout à fait la qualité. Ce qui nous manque, c'est l'infrastructure. En fait, on a aujourd'hui tout à fait des éléments de qualité extrême, sauf qu'ils sont hyper cloisonnés. Et donc, on n'arrive pas, comme le fait en revanche l'espace et l'interface et l'infrastructure américaine, à les faire circuler de la bonne façon. Et c'est vraiment dans cette intuition stratégique, je pense qu'on s'est positionné depuis le début. C'est-à-dire, l'idée, c'était de faire quelque chose qui est beaucoup plus semblable au travail d'un DJ qu'au travail d'un groupe de rock qui ferait tous ces sons depuis le début à la fin. En fait, il y a beaucoup de sons, il y a beaucoup de choses qui existent déjà. C'est intéressant comme métaphore. Attendez, je vous arrête un instant parce qu'on va revenir là-dessus sur l'ambition. Insister un petit peu sur le moment où ça naît, puisque tout ce que vous expliquez justement résulte d'une analyse qui se fait aussi en 2017, en gros, si je ne m'abuse. On est donc à un moment de toute façon assez charnière au niveau des relations internationales et de l'histoire européenne. Donc justement, si on place là les choses vis-à-vis vraiment de vous et de vos camarades, vous avez été d'autant plus, j'imagine, mais dites-moi si je me trompe, disons, vous vous êtes interrogé d'autant plus que vous avez dit qu'il fallait peut-être faire quelque chose véritablement parce que le moment l'exigeait. Je me trompe? Oui, c'est vrai. Après, je pense que la question, c'était aussi en 2017, la grande question du monde, c'était le Brexit. Et aujourd'hui, on se rend compte que le Brexit n'est même plus, ne fait même pas partie des 10 questions qui sont vraiment dangereuses actuellement. Donc, je pense qu'effectivement, on a fait partie, on a participé, on a été influencé par cette prise de conscience de la nécessité de ce qu'on appelle le réveil géopolitique de l'Europe, ce genre de débat-là. Moi, je me souviens au début, le mot géopolitique, quand on était au Parlement européen, par exemple, on a fait une présentation du GEJ une fois, il n'y avait pas du tout une réaction positive vis-à-vis de ce mot, qui paraissait encore en 2017, un mot un peu interdit, ça véhiculait des idées qui n'étaient pas celles que la machine avait d'elle-même. Il y avait tout ce rapport compliqué avec la puissance, avec la question de la souveraineté, qui depuis a beaucoup évolué. Là, effectivement, on était d'ailleurs assez impressionné par la rapidité de cette évolution. On est quand même passé entre 2017 et le discours sur l'état de l'Union de Ursula von der Leyen, pardon, pas sur le discours lui-même, mais sur la conférence de presse dans laquelle elle déclare que sa commission sera géopolitique. Et bien, effectivement, on s'est rendu compte que en 2 ans, les choses ont beaucoup évolué. Ont beaucoup évolué parce qu'au fond, le constat de départ qui était le nôtre, c'était aujourd'hui, les questions du politique sont bien plus profondes et graves et grandes que celles du débat sur le politique. Et donc, au fond, on s'est rendu compte assez vite de ce décalage et on a essayé d'explorer et de le creuser. Et c'est là qu'une série d'intuitions ont pu émerger. D'un point de vue plus autobiographique, en fait, c'était pour moi la chose un peu qui était centrale dans ce parcours-là, c'était une expérience de recherche que j'ai pu faire à Columbia. J'étais visiting student au département de sciences politiques et où effectivement j'ai pu voir, disons, d'assez près comment fonctionnait l'intégration entre le monde des think tanks, des revues, de la recherche aux États-Unis. J'étais absolument abasourdi par l'efficacité de ce logiciel. Et en même temps, je n'étais pas non plus si impressionné, disons, par la qualité de ce que je pouvais voir. Et c'est là que et autre chose qui était vraiment assez marquante, c'était le fait de se dire, mais au fond, au fond mais ça c'est aussi une banalité, mais c'est une banalité terrible, c'est au fond de se rendre compte que je comprenais beaucoup de choses aux Américains, mais que je n'étais pas un Américain, qu'il y avait quelque chose de différent. Et donc, effectivement, tous mes amis étaient anglophones, mais pas forcément américains. Les personnes avec qui je m'entendais le plus, c'était voilà, des parcours un peu différents. Et c'est là, très, très, très bêtement, que je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais européen. Et ça, c'est passé sur quelque chose qui était assez crucial. C'est qu'au fond, moi, vous l'avez dit, je suis italien et j'ai jamais vraiment senti que, en faisant mes études en France, j'étais en train de me faire drainer par la France. J'ai jamais senti ça. J'ai toujours senti qu'en fait, c'était quelque chose d'assez profondément similaire. En travaillant bien à Paris, c'était comme si je faisais la même chose. Qu'il n'y avait pas de brain drain par rapport à mon lycée qui m'a très bien formé, etc. Et quand je suis arrivé aux États-Unis, en fait, très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui se passait, c'est que les deux États, la France et l'Italie, avaient investi beaucoup d'argent dans ma formation. Et moi, en fait, je partais comme si c'était normal, sans prendre en compte cette base de départ. Et là, ça fait partie des moments de construction dans lesquels je me suis dit, ben, au fond, mais c'est très bizarre.
je suis quelqu'un qui étudie la politique. Cette question de l'Europe, je ne l'ai pas croisée, ou je l'ai croisée de façon un peu ennuyeuse, donc je l'ai évitée. Je n'ai pas trop thématisé cette question du brain drain et je n'ai pas trop thématisé l'insuffisance, ou en tout cas, dans des termes, disons, de comparaison, la faiblesse de l'espace européen par rapport à l'espace anglophone. Et bon, en fait, là, il se trouve que l'avantage d'être normalien, c'est qu'on est rémunéré pendant qu'on étudie. Donc, on n'a pas besoin de faire des travaux à côté, etc. Et donc, avec d'autres amis, d'autres camarades avec qui, en fait, on avait des réflexions similaires, en fait, on s'est demandé si ce n'était pas possible d'essayer de répondre à cette demande qu'on sentait à la fois d'un point de vue très personnel, mais à la fois, on sentait aussi comme quelque chose qui se diffusait à l'échelle d'une génération et d'une génération. Très, très intéressant. Je vais vous arrêter un instant, on va revenir là-dessus de façon plus tard. Merci pour votre témoignage très personnel on se sent jamais autant européen que quand on quitte l'Europe précisément, et a fortiori depuis les États-Unis. Et je retiens aussi, bien sûr, ce que vous avez dit sur la dimension, dirons-nous peut-être enfin géopolitique de l'Europe, même s'il reste tellement à faire. Mais c'est vrai qu'il y a eu un certain tabou sur la question. Chose sur laquelle on peut revenir peut-être dans la dernière question, puisque cette analyse sur l'Europe, disons, puissance, ou considérée en tant que puissance, est absolument essentielle à mon point de vue. Alors, on a compris quelle était l'analyse que vous faisiez, ce pourquoi vous avez donc décidé de vous lancer avec vos camarades. Je voudrais aborder maintenant une question de façon très, très concrète. On a compris l'inspiration que vous aviez prise aux États-Unis sur, disons, l'ambition très grande d'ailleurs d'essayer de créer une espèce d'écosystème, je ne sais pas comment l'appeler, parce que c'est vrai que si on ne connaît pas le grand continent et le groupe d'études géopolitiques et qu'on regarde ce qu'il produit, la question se pose, c'est quoi ce truc? Puisque tout à fait étonnamment, la production est considérable, Gilles, il faut quand même le dire. Il y a une espèce de boulimie, c'est fou. Moi, j'arrive pas à suivre tellement il y a ma boîte mail se remplit de newsletters, d'articles de toutes sortes, aussi variés les uns que les autres, avec des contributeurs, et j'insiste sur la question, qui sont vraiment de haut niveau. Alors en plus, désormais, vous faites des événements, vous mettez à éditer des livres, vous produisez des rapports, vous arrivez à toucher donc des contributeurs, comme je le disais à l'instant, à la fois dans ceux qui vont produire, qui sont tout à fait du haut du panier, disons, et en plus, vous arrivez à atteindre, par l'intermédiaire de vos entretiens, là aussi des gens à un niveau de pouvoir en général extrêmement élevé. Alors évidemment, je cite au passage l'interview fleuve, d'inspiration aussi très américaine d'ailleurs, que vous venez de faire avec le président de la République, qui évidemment en est la parfaite illustration. D'où la question qui se pose, et c'est ce que je voudrais aborder avec vous maintenant, de savoir comment vous vous organisez concrètement face à toutes ces publications, quelles sont les troupes d'ailleurs et les ressources, et ce sur quoi je voudrais insister aussi, sur lesquelles vous pouvez compter, parce qu'on se dit que c'est tout à fait considérable, puisque vous avez donc besoin d'énormément de personnes très certainement pour faire tout cela. J'ajoute d'ailleurs au passage que la dimension de la traduction, puisque vous traduisez en plus des papiers importants et que vous proposez donc de plus en plus de publications dans différentes langues, ça représente là aussi des efforts considérables. Des ressources ici financières, bien évidemment, parce que ceci demande aussi beaucoup de moyens. Et puis des ressources, enfin, je dirais, en termes de network, puisque là aussi, c'est pareil, quand on voit ce que vous produisez, très certainement, vous avez en très peu de temps d'ailleurs réussi à mettre en place un carnet d'adresses tout à fait considérable. Donc voilà, ce sur quoi j'aimerais, si vous en êtes d'accord, me concentrer désormais. On vous écoute. Oui, c'est une question un peu large. On peut partir de la question de ce que vous dites boulimie. En fait, très concrètement, je pense qu'il y a, depuis le début dans ce qu'on fait, l'ambition au fond de faire quelque chose d'assez semblable à ce qu'on peut faire Foreign Affairs, mais pour l'environnement européen. Donc, ça signifie très concrètement qu'on met beaucoup plus en avant des éléments qui sont artistiques, culturels, l'aspect livre. En fait, on n'est pas simplement thématiquement sur les questions de relations internationales. D'ailleurs, Foreign Affairs non plus, en fait. Mais bon. Et donc, effectivement, on peut faire des entretiens avec des poètes. Enfin, un des meilleurs entretiens qu'on a fait, c'est sans doute avec Philippe Jacotet, un autre excellent avec Gaël Faye, qui est un romancier et chanteur et compositeur de rap. Donc, au fond, on peut vraiment se dire que ce qu'on fait est thématiquement assez large. Mais ça, au fond, ça répond à cette question qu'on a un peu commencé à esquisser tout à l'heure, c'est-à-dire, au fond, l'idée que aujourd'hui, ce qu'il faut essayer de faire, je pense, pour structurer le débat à l'échelle continentale, c'est de reconnaître qu'il y a énormément de valeurs, mais qui est extrêmement éparpillée.
Donc, très concrètement, ça signifie qu'aujourd'hui, en Europe, ce qui se passe la plupart du temps, c'est que vous avez quelque chose de très, très bon, sauf que cette chose qui est très bonne a un public qui est très cloisonné. Et c'est quelque chose qui est à la fois valable dans la composition ou dans la recherche, etc. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de connecter ces bulles en prélevant à chaque fois, en essayant en tout cas, essayant de le faire, la partie la meilleure de cet espace. Et c'est comme ça qu'on a réussi à constituer un peu cette nouvelle forme de revue. Moi, j'aime bien penser comme une revue, mais ça peut être aussi pensé comme une plateforme. Une revue évidemment faite pour le temps du tweet et le temps du livre. C'est pas une revue faite c'est pas une revue des années 90, etc. Mais c'est une revue nouvelle dans laquelle effectivement, d'emblée, on se dit que ce qui est important, c'est pour essayer de créer ce public, c'est d'aller prendre, assumer le fait que le public est déjà très segmenté. J'utilise toujours une métaphore pour expliquer ça. C'est au fond, l'environnement européen n'est pas comme un puits de pétrole à la vénézuélienne. Donc, tout est là. Il faut faire un trou et tout peut être, et la valeur peut être immédiatement accessible. Un peu comme c'est le cas aux États-Unis, où effectivement, vous avez les universités qui sont déjà parfaitement structurées, les think tanks qui sont déjà parfaitement structurés, etc. Ce qui se passe en Europe, c'est que, et c'est une métaphore évidemment que je pense justement dans l'aspect culturel, c'est qu'il faut faire un peu un fracking culturel. C'est-à-dire, en fait, il y a plein de poches de valeurs qui sont distribuées. Il faut aller les travailler chacune pour essayer de constituer par la suite quelque chose qui soit généralement, qui soit généraliste. Et au fond, c'est un peu ça notre pari, c'est qu'en étant extrêmement sectoriel, extrêmement spécialisé, on parvient à être généraliste. Et donc, on fait un travail qui est un peu à contresens par rapport à ce qu'on fait normalement. Vous attribuez cette fragmentation, c'est très important ce que vous dites là, vous attribuez cette fragmentation à quoi? Au fait que les silos restent trop largement nationaux ou à d'autres raisons? Ça, c'est clairement un sujet. En fait, le problème qu'on a en Europe, c'est qu'on connaît beaucoup mieux les dynamiques internes du Parti socialiste français que les dynamiques internes du Parti communiste chinois. En fait, ça, en soi, c'est pas un problème. C'est-à-dire, c'est normal et c'est important qu'il y ait des grands médias nationaux et la politique qui compte pour les Français, c'est clairement aussi la politique française. Néanmoins, si on n'a pas aussi cette autre clé d'interprétation, en fait, si on n'arrive pas à comprendre pour quelles raisons Xi Jinping décide soudainement de promettre une transition écologique à la Chine, eh bien, on manque d'un lieu de compréhension du monde qui est essentiel. Et donc, c'est au fond ça aussi, je pense que c'est quelque chose de très important, c'est d'ajouter ce souci qui d'ailleurs est presque toujours déjà présent. Simplement, il faut le faire émerger par un questionnement un peu différent. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est la clé, je pense, pour comprendre, si vous voulez, une forme qui peut paraître parfois, et même à la fois à l'extérieur, à la fois à l'intérieur, d'une facilité, en fait. Parce que, en fait, vous avez raison, ça fait 1 an et demi à peu près que la revue existe. On a 1 an et demi à peu près 700 signatures, et ce sont des signatures qui sont effectivement de très haut niveau. Mais encore une fois, parce que je pense qu'on propose un lieu qui est l'objet de la demande qui peut être plus ou moins formulée consciemment d'une partie importante du public européen. Et c'est là-dessus qu'en fait, on a quelque chose qui nous permet d'aller assez vite avec des moyens qui sont extrêmement réduits. Vous avez parlé beaucoup de ressources financières. Moi, Alors, on voudrait vous entendre là-dessus. Comment vous faites? On parle énormément. Non, mais là, très concrètement, le Grand Continent et le GEJ se structurent avec un perspective en 2021, un modèle économique qui sera très clair d'ailleurs avec le lancement du nouveau site. Vous allez pouvoir voir comment ça fonctionnera concrètement. Mais pour le moment, les ressources sont extrêmement réduites et la plupart des travaux qui sont faits à l'intérieur du Grand Continent et du GEJ sont aujourd'hui faits par des personnes qui y consacrent du temps parce qu'ils croient que ce projet est important, nécessaire, utile, parce qu'ils rêvent et ils espèrent que ça pourrait être leur quotidien dans l'avenir, mais qui n'ont pas vous arrête juste un de instant, bénéfice réel. Gilles. Ces gens, pour l'essentiel, ce sont des élèves de Normal Sup? Non, c'était comme ça au début. Aujourd'hui, c'est plus le cas. En fait, on continue à avoir une composante forte de normaliens, mais on n'est pas du tout dans la noblesse d'État ou dans la nécessité. Il ne faut pas avoir fait l'école normale pour travailler avec nous. En règle générale, les personnes qui travaillent avec nous sont des personnes de très très bon niveau, avec des capacités intellectuelles hors du commun. Ça c'est quelque chose d'assez vrai, ce qui nous permet effectivement de faire beaucoup de choses.
et d'être très interopérables. En fait, les personnes sont à un niveau souvent très peu avancé dans la carrière normale d'un être humain, mais qui sont capables de faire des choses d'une personne qui serait déjà très formée. Et ça nous permet effectivement par exemple, l'observatoire du Covid-19, l'observatoire politique du Covid-19, c'est quelque chose qu'on a pu faire qui avait une qualité extrême parce que les personnes qui ont travaillé avaient une qualité extrême et considéraient que c'était important de s'engager là-dessus. Un détail, Je dis une grande partie de ces personnes sont des polyglottes tout à fait aguerris, si je ne m'abuse. Oui, je pense que ça, c'est une autre chose je pense qu'il n'y a personne qui ne soit pas bilingue dans le cercle, en tout cas restreint, de la quinzaine de personnes qui travaillent quotidiennement sur le GES. Je pense qu'on est tous à peu près bilingues ou trilingues. Vous êtes de différents pays? Oui, tout à fait. C'est extrêmement transnational. Je crois que dans les 15, il doit y avoir 10 nationalités à peu près, si ce n'est pas plus. Voilà. Et dans les 50 personnes qui collaborent à l'échelle hebdomadaire, là, on peut même trouver 20 nationalités assez facilement. Et là aussi, effectivement, c'est un élément qui est, vous avez raison d'insister là-dessus, qui est vraiment crucial pour expliquer ça. Et il y a une autre chose qui, je pense, est essentielle pour répondre aussi à la question des ressources, c'est que très, très concrètement, je pense qu'on a fait les choses un peu en essayant d'imprimer une nouvelle logique par rapport au type de projets qui sont faits quand on fait un projet européen. C'est-à-dire, en fait, on a décidé, c'était un choix stratégique, de ne pas faire de bureaucratie. Donc, de ne pas passer du temps à faire des projets, à suivre des projets, à faire des choses qui, en fait, a une entité papier parfaite, mais qui, par la suite, ne soit pas vraiment ancrée et existante dans la réalité. Et Excusez-moi, je vous arrête un instant parce que je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes qui nous suivent et notamment des journalistes ou des gens qui s'intéressent aux organisations. Vous pouvez préciser les choses sur ce que vous dites, sur cette absence de bureaucratie. Concrètement, vous vous organisez comment? Alors, par exemple, une des choses qu'on fait jamais, c'est on n'envoie jamais de mail à l'interne. Donc, en fait, on a une forme d'institution qui n'envoie pas de mail. On ne fait pas de réunion. Donc, c'est les deux choses qui sont normalement les éléments de chronophagie qui détruisent l'élan et la vie. En fait, nous, on essaye de les éliminer le plus possible. Il y a, sur le mail, en fait, il y a quelque chose d'assez essentiel à mon avis. C'est qu'effectivement, dans les pays latins en règle générale, les gens n'ont pas compris, n'ont pas eu la même interprétation de l'objet mail que celle qui est donnée par les créateurs du mail. En fait, le mail, c'est plutôt un texto. C'est une chose qui est envoyée avec des fautes de frappe, avec une demi-phrase et qui permet de répondre dans l'espace de 3 secondes. En fait, les mails en France, en Italie, mais dans la plupart des pays européens, en fait, ce sont des lettres sur du parchemin dans lesquelles il faut mettre des formes extrêmes et qui en fait c'est un frottement évident vis-à-vis de la réalisation des choses. Et ça fait partie des types de tâches qui sont beaucoup plus tournées vers l'intérieur que vers l'extérieur. En fait, en écrivant un mail à l'intérieur d'une institution, d'une organisation, en fait, vous empêchez la création de quelque chose qui arrive à l'extérieur. Vous faites de la création c'est aussi littéraire. souvent que l'organisation elle-même, dans sa façon de concevoir les choses, utilise aussi cet outil tel qu'elle a l'habitude de les concevoir. Et donc, évidemment, pour elle, le mail n'est jamais que le prolongement de son organisation et de son approche assez verticale et descendante. C'est ça, c'est ça. Et là-dessus, effectivement, très vite, on a mis en place des formes de process voilà, qui nous ont permis de ne pas avoir ce genre de choses. Et l'autre chose qu'on n'a pas Donc, vous fait. travaillez par projet. C'est-à-dire que si Gilles Gressani est sur un projet, ou bien il fait son projet plus ou moins en autonomie, ou bien par l'intermédiaire de n'importe quel moyen de communication, il communique avec les gens avec lesquels il travaille sur ce projet. C'est comme ça que vous. C'est ça. En fait, on travaille beaucoup par ça et on a des plateformes d'échange on a eu Slack pendant longtemps, Discord. En fait, ce sont des plateformes qui permettent de très clairement expliquer par le type de messages qui peuvent être échangés que on n'est pas en train d'écrire des longs mails, on est en train de chatter. Et ça Mais permet alors, comment vous avez une ligne éditoriale avec ça pour autant? Comment vous avez une cohérence, si je puis dire? Ben, ça, pour le coup, c'est parce que la rédaction, par la suite, travaille. La rédaction, en fait, fait une réunion hebdomadaire, mais qui a fait un moment plus de sédimentation des échanges qui ont été faits tout au long de la semaine.
Et surtout, l'idée de fond, c'est de toujours, ça c'est quelque chose qui est vraiment dans la stratégie. Il y a deux éléments pour comprendre notre ligne éditoriale. Le premier, c'est qu'on essaye de faire quelque chose qui soit toujours pris entre le temps du tweet et le temps du livre. Et en fait, très concrètement, on essaye de répondre à des questions du débat chaud, qui ont des formes même de viralité, qui sont très présents, mais avec une profondeur et un type de réponse qui permettra de créer un papier qui survivra en fait au moment d'intérêt sollicité par une polémique éphémère ou superficielle. Et donc, comment prenez-vous la décision de faire ça? Comment prenez-vous la décision de faire ça? Ou y a-t-il quelqu'un qui assume le rôle d'un rédacteur en chef? En fait, on a tout à fait. Il y a un fonctionnement avec un rédacteur en chef. Il y a des équipes qui travaillent sur les différents formats. C'est quelque chose qui est assez construit. Après, je pense aussi qu'il y a quelque chose qui est très fluide dans le process et qui a aussi la marque du secret qui fait que fondamentalement, c'est assez rare qu'il y ait des divergences de fond. C'est en fait le critère principal de ce qu'on fait, c'est l'exigence intellectuelle. Les personnes qui sont autour de la table, normalement, ont eu cette exigence dans leur propre travail de recherche, dans leur propre vie, et ils comprennent effectivement quand un papier est bien informé, il répond à un problème, et quand en fait c'est un papier politique mais qui ne répond pas à ce problème. Et l'autre sujet central pour comprendre notre ligne éditoriale, c'est l'idée qu'on essaye de faire quelque chose qui n'est pas si commun par exemple dans les revues françaises. En fait, on n'est pas positionné. En fait, on dit ça en disant qu'on est structurant et pas structuré. On n'est pas positionné quelque part sur l'échiquier politique, donc par exemple au centre droite, au centre gauche, mais notre but, c'est vraiment d'essayer de comprendre le déplacement sur ce même échiquier des différentes pièces. Donc parfois, on peut essayer de comprendre la doctrine Orban. On peut prendre très au sérieux, en fait, commenter les textes, voir quel est l'argument. Et de l'autre côté, on peut tout à fait publier un entretien qu'on appelle d'ailleurs aussi doctrine avec le président de la République française, où on peut faire, c'était assez amusant, parmi les critiques les plus virulents qu'on a eu dans cette séquence en France, et donc parfois aussi des critiques de notre entretien, il y avait des auteurs du Grand Continent. Parce que là aussi, en fait, on a cette forme d'approche qui fait que, et je pense que c'est quelque chose, encore une fois, qui est assez normal dans les revues américaines, mais assez rare dans les revues françaises, qui sont parfois un peu plus sectorielles dans leur approche politique. L'idée, c'est vraiment d'essayer de prendre les meilleurs, même s'ils ne sont pas sur la même ligne, parce que ce qu'on essaie de faire, c'est, avec le Grand Continent, c'est une anthologie, c'est une playlist, pour reprendre la métaphore du DJ. C'est une playlist qui permettrait de comprendre et d'articuler les sons, le brouhaha, le chaos de la contemporanéité. Et de contribuer au débat, donc à l'éclosion d'un débat, évidemment. Et donc par là, solliciter aussi ce débat-là. Évidemment, on n'est pas une plateforme neutre. Donc, par le fait de faire ça, on espère aussi propulser ce genre de thématique. Très intéressant. Très intéressant. Alors justement, c'est parfait parce que ça nous fait une transition sur le dernier point que je vais aborder avec vous, qui va vous permettre de regarder un petit peu sur ce que vous voulez faire par la suite et vraiment l'espace que vous entendez occuper justement sur le débat transnational. Moi, c'est ce qui m'intéresse aussi tout particulièrement. Et on va le voir aussi, on le voit en Europe de façon continue, mais en particulier évidemment au moment des échéances électorales européennes. Il y a un manque absolument patent d'un espace qui permette véritablement des échanges. Alors c'est valable à la fois pour les citoyens, mais ça l'est, et c'est ce que vous nous avez expliqué jusqu'à présent aussi, très certainement aussi pour ce public d'experts, si je puis dire, qui a du mal parfois à dépasser aussi les frontières. Donc c'est ce que je voudrais regarder avec vous, quelles sont vos ambitions, et donc insister aussi un instant sur la dimension linguistique qui est nécessaire, qui est très intéressant, puisqu'actuellement, dites-moi si je me trompe, le Grand Continent propose, bon alors c'est vrai, de toute façon l'essentiel de ses publications en français, mais on trouve aussi des publications en italien, en allemand, en espagnol, en polonais. Vous allez dire ce qu'il en est de vos ambitions et en termes justement de traduction systématique ou pas. J'insiste sur le fait qu'il n'y a pas l'anglais, et je veux vous entendre là-dessus, je veux comprendre pourquoi, parce que ça me paraît absolument essentiel pour comprendre, encore une fois, l'espace que vous voulez occuper, étant entendu, et je termine simplement là-dessus, qu'actuellement, on a des médias qui occupent cet espace-là, ce sont des médias. Il y en a peu, il y en a très peu. Par exemple, Euractiv, bien sûr, par exemple Vox Europe, qui font cet effort qui est tout à fait considérable, justement, parce que ça exige aussi des ressources.
auquel cas d'ailleurs, au passage, vous ne nous avez pas indiqué ce qu'il en était. Donc, est-ce que votre modèle économique va vous permettre simplement d'assurer justement les choses en termes de ressources? Donc voilà, la participation à l'éclosion, si je puis dire, de ce débat, quel type de débat transnational, et le rôle que vous entendez y jouer. Et puis je termine à ce moment-là sur un tout petit point, mais qui est tout à fait essentiel, va s'ouvrir normalement, puisque on se demande si toutefois ça va être le cas, une conférence sur l'avenir de l'Union européenne. Est-ce que vous entendez justement y jouer un rôle, et si oui, lequel? Alors, effectivement, la question des langues peut permettre, je pense, de comprendre la différence et en même temps aussi l'intégration entre les structures GEJ, donc cette association indépendante, loi 1901, reconnue d'intérêt général depuis 2 ans, que j'ai la chance de présider et qui a un siège à Paris, un siège en construction à Bruxelles, et de l'autre côté, la revue Le Grand Continent. Parce qu'effectivement, le constat est, pour la partie GEJ, qui s'adresse surtout aux décideurs, aux différents acteurs du politique et à la partie scientifique, à la recherche, c'est impossible de ne pas publier en anglais. C'est un choix évident. Il faut faire du bilingue français-anglais parce que l'anglais, c'est pour la plupart du temps la langue, la koiné contemporaine, la lingua franca, le lieu d'échange entre des personnes, voilà, à ce niveau-là. Et ça, c'est quelque chose qu'on assume et qu'on commence à faire et qu'on fait déjà. Tous nos notes, tous nos working papers sont intégralement traduits en bilingue. Tout ce qui se trouve du côté de l'association, cette espèce ça s'appelle un groupe d'études géopolitiques parce que c'est ni un centre d'études, ni quelque chose. C'est vraiment ça le nom. C'est un lieu de recherche à partir de la catégorie d'échelle en politique au sens très large. Et de l'autre côté, il y a la revue. La revue, en fait, elle a une stratégie qui, à mon sens, est jusqu'ici s'est révélée intéressante. C'est au fond de se dire que d'un côté, ça n'a pas un intérêt énorme aujourd'hui pour le public anglophone d'avoir quelque chose qui soit un équivalent de Foreign Affairs. Parce qu'en fait, il y a déjà Foreign Affairs qui fait assez bien son boulot, je dois dire. Bon, voilà. Tout comme, en fait, c'est pas si intéressant d'essayer de se forcer pour essayer de produire quelque chose qui soit d'emblée disponible à un public. En fait, pour la plupart du temps, en fait, on prend là aussi les termes dans un sens inverse. Les gens qui peuvent lire l'anglais et qui suivent le débat en anglais en Europe, normalement, ils parlent ou bien allemand, ou bien français, ou bien espagnol, ou bien italien, ou bien polonais. Donc, en fait, c'est assez rare de trouver des personnes qui ne parlent pas déjà et bien et lisent pas dans leur quotidien des journaux, des revues, des livres dans ces langues-là. Mais il y a un problème, c'est que dans ces langues, c'est assez rare de trouver des revues qui ont l'ambition que peut avoir le Grand Continent. Ce qui en partie explique, je pense aussi, fait qu'en une année et demie à peu près, un peu moins, le Grand Continent soit devenu un peu une des revues de référence du débat intellectuel, stratégique et politique en langue française. À la fois en termes de chiffres de visite, à la fois en termes de citations, à la fois en termes de type de lecteur, à la fois en termes de type de signature. C'est très explicite qu'aujourd'hui, le Grand Continent, c'est une des revues de cet environnement. Et y compris pour la bulle, hein. Je vous le signale, y compris pour la bulle, qui est quand même très, très largement anglophone, puisqu'en fait, les journaux les plus lus, très certainement, sont le FT, Politico et The Economist. Ce qui d'ailleurs pose un problème objectif. On pourra y revenir dessus. Absolument. Et de l'autre côté, en fait, notre pari, c'est que c'est possible de reproduire le même mécanisme dans les 4 autres grandes langues, grands espaces de débat qui existent aujourd'hui en Europe. Donc, c'est possible, hein, une année, un peu moins, un peu plus, de devenir une revue assez lue dans l'espace hispanophone, en Italie, en Pologne, etc. Or, de fait, si vous arrivez à faire ça, ce que vous avez, c'est une revue qui existe à l'échelle du continent et qui est vraiment lue par les Européens. Elle est lue par les Européens par leur langue, par leur type d'approche des problèmes. Et en fait, vous êtes aussi capable et là, c'est un pari, donc j'espère que ça va être possible, vous seriez aussi capable de proposer des sujets et des angles qui soient déjà présents. En fait, nous, on ne traduit pas, on écrit le Grand Continent en différentes langues.
c'est une différence majeure. En fait, c'est pas simplement l'idée qu'il faut faire du contenu français et par la suite le propager. C'est plutôt qu'il faut penser un contenu, un produit, un texte, et le penser pour qu'il soit intéressant pour quelqu'un qui est à Varsovie, quelqu'un qui est à Milan et quelqu'un qui est à Madrid. Et de fait, il y a des sujets, il y a des thèmes qui à mon avis, sont loin d'être anecdotiques, sont centraux, structurants de notre vie politique, des grandes questions sociétales qu'on a, qui mériteraient d'être abordées avec cette échelle-là. Donc, c'est vraiment ça la stratégie. Et évidemment, à terme, pourquoi pas. Vous pouvez au passage préciser les choses justement sur le titre, parce qu'on a oublié de le faire au début. Donc, l'échelle, c'est celle du grand continent. Pourquoi ce mot? C'est quoi le grand continent? C'est quoi ses limites? Ah, mais ça, pour le coup, moi, je ne peux pas répondre à cette question parce que c'est un titre, donc les titres doivent être ambigus, chacun y voit ce qu'il veut. Pour moi, Grand Continent, c'est simplement. Il implique le fait que vous dépassez l'Union européenne, en tout cas, puisque vous abordez les choses dans une perspective continentale. Disons, moi, j'aime beaucoup utiliser le concept d'échelle continentale, mais échelle continentale ne signifie ni Union européenne, et là-dessus, c'est un titre. En fait, l'interprétation que je donne à ce titre-là n'est pas la meilleure que celle que vous pouvez lui donner. Et je suis à chaque fois surpris par le type de compréhension qu'on peut avoir de ça. Et je pense que c'est un peu la force, si l'on veut, de ce titre-là, c'est de pouvoir permettre des lectures qui sont très croisées et très divergentes. Et donc, l'idée, c'est de parvenir à proposer cette espèce d'objet nouveau, cette revue, cette échelle-là, qui soit vraiment lue. Et on l'a vu, c'était assez intéressant dans le test qu'on a fait avec l'entretien avec Macron. On a vu qu'en fait, elle était extrêmement lue par un public qui, normalement, ce n'est pas le public des affaires stratégiques, ce n'est pas la bulle qui commente et travaille sur l'autonomie stratégique. Ce sont des personnalités politiques. Ça fait la une de plusieurs journaux en Italie, par exemple, dans le JT du soir. Enfin, c'était vraiment l'idée qu'avec le même type de contenu, on peut faire un débat dans d'autres espaces. Et par la suite, si ça marche, si on arrive à tenir ce pari-là, donc ça, c'est quelque chose qui passe aussi par beaucoup de chance, etc. Donc, pourquoi pas envisager de proposer une traduction en anglais aussi. Mais ce sera seulement, disons, ça ne sert pas à grand-chose pour nous, à ce niveau, de proposer quelque chose qui, à ce niveau-là, soit disponible en anglais avant d'avoir fait quelque chose qui soit disponible en allemand, en polonais, en italien, en espagnol et en français. D'accord. Bon, écoutez, on a compris vos ambitions qui sont tout à fait larges. Vous n'avez rien dit par contre sur votre participation éventuelle au débat dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Est-ce que vous avez une ambition ou une intention particulière à cet égard? Pour le moment, je dois dire qu'on n'a pas forcément réfléchi au sujet. Je pense que ça va être un chantier important. Je n'ai pas de réponse arrêtée sur ce sujet à ce stade. D'accord. Le fait est qu'il faudrait que tous, autant que nous en sommes, ayons aussi des idées un peu plus claires sur ce qui va se passer. Pour l'instant, c'est loin d'être le cas. Écoutez, Gilles Gressani, je vous remercie beaucoup. C'était très intéressant. Je pense qu'on comprend beaucoup mieux à la fois votre fonctionnement et les intentions qui sont les vôtres. Je voudrais vous féliciter pour le travail que vous réalisez, qui est extrêmement utile. Et vous souhaiter le meilleur pour votre avenir immédiat, parce qu'on a compris qu'on va donc avoir très certainement un site, c'est cela, nouveau. Fin janvier, si jamais les personnes qui nous ont écoutés souhaitent contribuer d'une façon ou d'une autre, c'est possible de s'abonner dès à présent au Grand Continent. Et évidemment, nos dons sont défiscalisés parce qu'on est reconnu d'intérêt général. Donc, n'hésitez pas là aussi. Vous trouvez toutes les informations si vous cherchez géopolitique.eu ou évidemment sur le Grand Continent, la section abonnement. Parfait, je mettrai de toute façon le lien. Merci. Donc voilà, l'appel est lancé à tous ces futurs DJ qui vont venir donc contribuer à l'élaboration de cette playlist. On retiendra la métaphore. Merci Gilles et bonne chance pour la suite. Merci, au revoir.